Nous sommes au dépôt imaginaire à Lyon avec Sylvie Lenné pour la sortie de son recueil de nouvelles « Fidèle à ton pas balancé ». Alors Sylvie Lenné écrivain, mais Sylvie Lenné aussi professeure de sciences de l'information et de la communication. C'est vrai, je cumule. Enfin, je dois dire que je suis un peu plus occupée par mon activité de professeur des universités, mais à côté, j'écris de la science-fiction pour le plaisir et des nouvelles. Depuis 1984 ? À peu près, oui. Ça fait très longtemps déjà. Comment c'est venu ? Alors, la science-fiction, j'en lis depuis très longtemps, depuis que je suis petite fille. J'ai toujours adoré la science-fiction. J'ai eu une enfance assez solitaire et isolée. Et quand j'ai découvert la science-fiction, j'ai tout de suite eu l'impression que mon univers s'agrandissait et devenait immense. Donc ça a été un plaisir que j'ai gardé précieusement toute ma vie. Et écrire, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu par des rencontres avec, en particulier avec un ami qui tenait une librairie à Lyon et qui m'a proposé un jour de faire une revue avec lui. Donc j'ai commencé à écrire des nouvelles pour cette revue qu'on faisait ensemble. Elle s'appelait comment ? Les Lames Vorpal. Et toujours pour cette revue, on a commencé à se lancer dans une série d'interviews de grands auteurs. Et un des premiers auteurs que j'ai rencontré, c'est Michel Jury, qui m'a tout de suite proposé de lire mes nouvelles et qui leur a trouvé des qualités, qui m'a proposé tout de suite de les envoyer à quelques anthologistes ou directeurs de collection à qui j'aurais jamais osé les proposer. Et en fait, j'ai eu tout de suite ma première publication professionnelle chez Univers 85, chez J'ai lu, avec Joël Vintrebert, en 1985. 85. Oui, oui. Vous parliez des auteurs que vous aviez lus étant jeune, c'était qui ces auteurs qui vous ont inspiré ? Alors, les auteurs que j'ai lus étant jeune, c'était ceux que mon père me faisait connaître grâce à la bibliothèque d'entreprise d'IBM, chez qui il travaillait à l'époque. Et dans la bibliothèque d'IBM, il y avait Les Ailleurs et Demain et Les Présences du Futur, c'est-à-dire les deux grandes belles collections de l'époque les plus prestigieuses. Et j'ai lu tous Les Ailleurs et Demain pour découvrir la science-fiction, ce qui était quand même pas mal. Donc j'ai lu Asimov, Silverberg, Sturgeon, Philippe K. Dick, très tôt. J'en avais déjà lu pas mal quand j'avais à 12 ou 13 ans. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Jean-Marc Léger par la suite, avec qui j'ai fait cette revue, puisque j'ai passé ensuite, dès que j'ai commencé à gagner un petit peu ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de reconstituer cette bibliothèque merveilleuse que j'avais lue gamine, et alors que j'avais oublié les titres et les noms des auteurs, c'était assez difficile de retrouver les livres. Et pour ça, il a fallu que je rencontre un passionné qui reconnaissait l'histoire dès que j'en racontais 2 ou 3 éléments, il me disait tout de suite ce que c'était. Donc on est devenus amis comme ça. Aujourd'hui, vos sources d'inspiration, c'est quoi ? Est-ce que votre métier c'en est une ? Est-ce que la science c'en est une ? Ma grande source d'inspiration, c'est tout ce que j'accepte mal et que je comprends mal. Donc ça laisse quand même pas mal de matériaux. Quoi par exemple ? Par exemple, ce qui est si compliqué dans les rapports hommes-femmes, ce qui est si compliqué de manière générale dans les relations humaines. Comment est-ce qu'on peut être en face de quelqu'un qui est totalement sincère, être totalement sincère soi-même et pas du tout se comprendre. Et puis des tas d'autres choses. Et puis il y a des choses que l'on ne peut accepter que si on les prend avec un peu d'humour. Donc j'aime bien aussi la littérature par la distance et l'humour qu'elle permet de prendre avec des choses qui seraient difficiles à accepter sinon. Il y a des points de départ dans vos nouvelles. Souvent, il y a une idée de départ qui vous emmène. Oui, il y a une thématique, un truc auquel j'ai besoin de réfléchir différemment, parce qu'il me perturbe, parce qu'il me paraît pas simple. Et on résout rien en écrivant des histoires, mais on pose le problème autrement. Donc de décaler le point de vue, ça transforme le problème et ça aide à vivre avec. Comment vous faites ? Vous partez de cette idée et ensuite, il y a des tas d'étapes pour écrire une histoire. Enfin, moi j'ai besoin d'avoir une chose significative à mes yeux dont je parle, mais après il faut inventer un contexte, il faut inventer des personnages.
Et puis après, il y a l'histoire qui commence à se dérouler, les personnages qui commencent à interagir. On ne sait pas toujours vers quoi ça vous emmène quand on a le point de départ. Et quand vous êtes arrivé à la fin, vous avez l'impression d'avoir fait un parcours, ou d'être arrivé quelque part? Ah oui, oui, toujours. Pas forcément d'avoir résolu le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il a changé de nature. Et puis dans mes histoires, il y a souvent des renversements de point de vue. J'ai quand même une conviction très forte que d'abord, il n'y a pas forcément une réalité objective, qu'il n'y a aucune histoire qu'on ne puisse raconter de différentes manières. Et que la même histoire pourrait être racontée 50 fois de manière différente, qui soient toutes authentiques et sincères, mais ce serait 50 histoires différentes. Même si on évoque un événement très précis, qu'on le filme intégralement, qu'on a tous les éléments pour la raconter, 50 personnes différentes qui auraient tous ces éléments auraient 50 histoires différentes à raconter. Dans les thématiques d'aujourd'hui, 2016, est-ce qu'il y a des idées que vous avez actuellement en tête sur lesquelles vous aimeriez travailler? Ah, les prochaines. Oui. Je n'ai jamais écrit sur l'intelligence artificielle alors que c'est finalement une des thématiques les plus proches de mes activités de recherche. Je me dis qu'il faudra que je m'y mette un jour, par exemple. Merci. C'est un recueil de 26 nouvelles. Oui, 26. Qui couvre quelle période de votre écriture? Tout. C'est-à-dire? Depuis 1985 jusqu'à 2015. Comment vous les avez sélectionnés? D'abord, j'ai commencé par... on avait décidé de reprendre l'intégralité des 4 recueils que j'avais publiés chez ActuSF. Et puis après, moi, j'ai choisi toutes celles qui me plaisaient toujours, que je relisais avec plaisir et j'ai une impression assez... J'ai été surprise moi-même en reprenant l'ensemble de ces recueils de ne pas avoir l'impression qu'il y avait une différence significative entre les plus anciennes et les plus récentes. Je me reconnais en tant qu'auteur sur l'ensemble. Donc voilà, toutes celles qui n'avaient pas trop vieilli. Sur chacune des nouvelles, il y a une amorce que vous avez rédigée avant pour expliquer comment elle a été créée, quel a été le point de départ, puis un peu son histoire aussi. Oui, il me semblait intéressant de les recontextualiser un petit peu, de dire dans quelles circonstances elles avaient été écrites, éventuellement ce qui leur était arrivé après. Les nouvelles peuvent avoir des trajectoires assez surprenantes, être republiées dans des langues inattendues. J'ai des nouvelles qui ont été publiées quand même 4 ou 5 fois, donc à chaque fois c'est une renaissance pour la nouvelle. Est-ce que vous avez l'impression, en les relisant puis en les republiant, que votre écriture a changé ou que vos thématiques ont changé? Alors, déjà, je me lance un défi personnel. À chaque fois que j'écris une nouvelle, j'ai envie de l'écrire si elle ne ressemble à rien que j'ai jamais fait. Donc, chacune, a priori, aucune nouvelle ne devrait ressembler à une autre, si j'ai réussi mon projet. Après, on me dit que j'ai... un style reconnaissable. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on m'a dit, que si on lisait un paragraphe de moi sans savoir qui en était l'auteur, on pouvait m'identifier. Mais ça, moi, je suis incapable de le voir. Je ne peux pas en parler, je n'en suis pas consciente. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières avec lesquelles vous vous reconnaissez? Globalement, c'est vrai que je tourne beaucoup autour des thématiques de la rencontre et de la communication. C'est des difficultés qu'on a à comprendre la manière dont pense quelqu'un qui a un point de vue différent et des valeurs différentes et un raisonnement différent sur la même situation. Donc ça, je crois que ça revient souvent. Alors l'avantage des nouvelles, c'est que ça donne un rythme de lecture qui est très dynamique. Il y a à la fois des nouvelles qui sont assez courtes, une dizaine de pages, et puis il y en a qui sont beaucoup plus étoffées, et chacun peut piocher comme à son rythme finalement. On ne va pas pouvoir parler de toutes, mais quand même quelques-unes. Par exemple, le karma du chat. Ah, c'est une de mes dernières, celle-là. Le karma du chat, en fait, l'idée m'est venue un jour où j'entendais
un avocat qui avait choisi de prendre la défense des intelligences artificielles et qui essayait de faire valoir le fait qu'un jour elles auraient des droits, qu'elles pourraient avoir peut-être un jour un statut de citoyen, qui prenaient leur défense d'une manière que je trouvais complètement saugrenue, parce que c'est peut-être parce que je suis dans le domaine, mais pour moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse avoir envie d'accorder des droits à quelque chose qui est issu de la technologie et qui, a priori, n'a aucune conscience et déjà n'a pas un substrat biologique. Et du coup, ça m'a donné envie d'écrire une nouvelle où je me suis beaucoup amusée, parce que il y est question du respect de la vie sous sa forme, une forme ultime de la part de gens qui ont une philosophie de type bouddhiste, donc qui veulent respecter la vie sous toutes ses formes, et en même temps je les ai mis dans un environnement domotique où ils sont entourés de technologies très élaborées et de créatures artificielles à qui ils veulent donner la possibilité de s'exprimer librement et de jouir de leur libre arbitre et d'évoluer librement, et ça donne des résultats assez imprévisibles, où moi je me suis beaucoup amusée. Une autre nouvelle particulièrement étrange, c'est Un amour de sable. Alors là aussi, il est question du point de vue, puisque cette fois-ci, des explorateurs humains arrivent sur une planète recouverte de sable et analysent ce sable et le trouvent d'ailleurs tout à fait ordinaire, mais ce dont ils sont totalement inconscients, c'est du fait que Sable est une créature consciente qui a tout à fait qui sait qu'il a affaire à une créature différente et qui va vivre l'expérience d'une manière qui est très très différente de celle que vont vivre les humains. Et Sable va vivre une expérience beaucoup plus intéressante que les humains, parce que lui s'est rendu compte qu'il y avait une rencontre. C'est-à-dire il y a les deux histoires, il y a l'histoire des humains qui recueillent ce sable et il y a l'histoire de Sable qui vit cette expérience. C'est ça, on a les deux points de vue en parallèle. Oui. Alors Les yeux d'Elsa, c'est aussi une histoire très étrange entre un dauphin et un humain. Alors ça, au départ, c'est une histoire tout simplement féministe, où j'avais envie de comprendre comment des hommes bien intentionnés, éventuellement sincèrement amoureux, ayant de l'admiration pour leur compagne, pouvaient en même temps être persuadés qu'ils étaient supérieurs à elles, qu'il était normal que ce soit eux qui décident, que ce soit que la femme qui était en face d'eux était nécessairement quelqu'un d'inférieur et donc probablement d'un petit peu moins humain qu'eux. Et donc la meilleure manière d'en parler, c'était d'utiliser une créature qui n'était pas du tout humaine, parce que je pense que c'est troublant pour le lecteur. Il est obligé de se demander, il est obligé de se construire un point de vue sur l'histoire d'une manière qui est moins évidente que si j'avais utilisé deux protagonistes humains. Si je n'avais pas utilisé la SF pour parler de ce sujet, chaque lecteur serait venu avec ses représentations a priori sur la situation, et le texte aurait perdu beaucoup de sa puissance. La science-fiction permet de parler de vraies questions humaines avec beaucoup plus d'acuité. Et en même temps poser la question de où est la frontière entre l'humain et l'animal, parce que là, elle a explosé la frontière dans votre histoire. Ah oui, mais pour moi, ce dont il est question, c'est d'un vrai être humain, mais il est surtout question du regard qu'un humain peut porter sur un autre être humain. Et comment, sur quels critères est-ce qu'il a le droit de penser qu'un être qui est clairement aussi sensible, intelligent et évolué que lui est inférieur? Parce que cette étiquette d'animal qu'il pose sur elle, elle est à la fois objectivement vraie et en même temps elle n'a aucune signification quand on voit quelles sont les personnalités qui sont face à face. Alors le dernier dont on va parler, la dernière nouvelle, c'est l'Opéra de Chaya. On est pratiquement dans un mini-roman là. C'est une grande novella, oui, je crois que c'est le plus long des textes que j'ai jamais écrit à ce jour. Un space opéra, j'avais envie d'écrire du space opéra. Et celui-là, j'y ai fait des expérimentations là aussi avec une planète
qui a une forme de rapport à l'autre qui est tout à fait particulière, puisque tous les êtres vivants sur cette planète ont besoin d'un ADN extérieur, parce que l'évolution permanente fait partie de la biologie de cette planète. Et donc quelques humains ont le droit d'y séjourner régulièrement, mais sans mon humaine qui débarque sur cette planète a beaucoup de découvertes à faire sur ce qu'on attend d'elle et le rôle qu'elle sera amenée à jouer. C'est une histoire un peu cruelle, je pense. Elle le devient de plus en plus. Oui, alors qu'elle démarre d'une manière qui semble très positive. Mais enfin, on est bien encore sur un thème de partage d'informations entre des humains qui viennent sur une planète qui n'est pas humaine et ces échanges. C'est un thème qu'on retrouve souvent chez vous. C'est vrai, sous des formes très différentes. C'est peut-être en ça que les sciences de l'information alimentent ma manière d'écrire. Et là, littéralement, il y a l'échange d'ADN, c'est de l'échange d'informations, effectivement. Et un autre point de vue qu'on découvre, justement parce que c'est un recueil et qu'il y a 26 nouvelles, c'est que vous avez la capacité de changer de point de vue. Vous avez de temps en temps des personnages féminins, de temps en temps des personnages masculins, et donc il y a un regard sur les histoires qui est différent d'une fois à l'autre. Oui, c'est une question qui n'est pas évidente quand on est une femme auteure de science-fiction, parce que il y a un risque à n'écrire des histoires qu'en se mettant dans la peau d'un personnage féminin, c'est d'être catalogué par certains lecteurs masculins. On vous colle très vite une étiquette féministe. Bon, je suis désolée, je viens de dire que j'ai écrit une histoire un peu féministe tout à l'heure, mais je n'ai pas tout le temps des préoccupations féministes quand j'écris. Et le lecteur de science-fiction, enfin moi ceux que j'ai lus dans ma jeunesse, c'est moins vrai maintenant, heureusement. Mais 95% des récits de science-fiction que j'ai lus dans ma jeunesse avaient comme protagonistes des hommes, et uniquement des hommes, très très peu de femmes, ou alors des femmes dans des rôles très mineurs, d'accompagnatrices, de récompense du guerrier, mais n'étaient pas des personnages moteurs. Donc c'est un soulagement de pouvoir mettre des femmes en scène. C'est intéressant aussi de mettre des hommes en scène, surtout quand il s'agit de voir comment ils regardent les femmes. Moi, ça, c'est un des grands mystères autour desquels je tourne encore, et je pense que je peux tourner encore très longtemps autour. Comment se construit le regard sur l'autre quand il est différent. Pour réfléchir à ça, il faut se mettre dans plusieurs peaux différentes. Si on est toujours dans la même, on a toujours le même point de vue. Donc c'est pour ça que c'est aussi rigolo pour moi de me mettre dans la peau d'un homme que de me mettre dans la peau de Sable, qui est une créature qui est franchement très très exotique. Quel effet ça vous fait d'avoir republié ces 26 nouvelles et donc d'être revenu sur des choses qui ont été écrites il y a longtemps, qui ont déjà été publiées, et puis là de les retrouver réunies? Je me suis beaucoup interrogée sur la composition de ce recueil. Ça n'était pas évident du tout de trouver comment le composer. Donc c'est sous cet angle-là que je les ai repris, en me demandant quelle progression j'allais choisir et comment j'allais composer tout ça. Et bon, finalement, je me suis aperçue qu'une des manières de structurer le recueil, celle que j'ai choisie, consiste à les organiser simplement en fonction de l'éloignement dans le temps, dans l'espace, de l'ampleur du projet. Il y a certaines nouvelles sont des nouvelles de rencontres avec un voisin de palier, en gros, sont dans des univers très proches d'une autre. On va jusqu'au space opéra le plus lointain et le plus exotique. Mais fondamentalement, je m'intéresse aux gens et aux relations, aux règles sociales qui s'élaborent entre les gens, au comportement qu'on a quand on est dans un groupe social. Je m'intéresse à l'humain. Donc c'est toujours l'humain par tous les bouts. Et thématiques à travailler prochainement? Je sais pas. Écrire une nouvelle, pour moi, c'est toujours une nouvelle aventure
sur laquelle j'avais pas d'idée a priori avant de la commencer. Alors il y en a qui mettent très longtemps à mûrir, il y en a qui me tombent dessus et que j'écris en 8 jours, c'est imprévisible aussi. Mais non, je ne sais pas ce que ce sera la prochaine. Elle me tombera dessus un de ces jours, peut-être pendant les vacances de Noël, je ne sais pas. Merci. Merci.